Merci beaucoup. Effectivement, c'est redoutable. Hein, c'est-à-dire, je lance mon timing. C'est assez redoutable de se dire que peut-être demain et peut-être tout à l'heure, vous allez pouvoir dire j'ai compris ce qu'il a dit ou j'ai pas compris. Pour un professeur, c'est quand même assez compliqué et dangereux. C'est la façon de noter probablement l'enseignant. Je suis vraiment très très heureux d'intervenir aujourd'hui devant vous, surtout sur ce sujet qui m'a été suggéré, de parler de blockchain, de parler des crypto-monnaies qui sont en réalité la technique, enfin l'origine de blockchain, de cette blockchain que vous allez utiliser de plus en plus à l'intérieur de vos professions. Et je crois qu'évidemment, quand on doit démarrer cette journée, il est tellement important de vous dire que nous rentrons. Quand je dis nous, ça n'est pas simplement nos professions. Et évidemment, vous savez qu'à la Sorbonne, je porte la toge des professeurs en droit, puisque en réalité, l'économie et le business, la finance, sont issus de l'université du droit. Nous rentrons collectivement, l'humanité, dans la plus grande rupture technologique de tous les temps. Je pensais vraiment réussir bien mon entrée, je me rends compte, non, ça ne marche pas. Donc je répète, nous rentrons dans la plus grande révolution de type révolution industrielle, mais cette fois-ci qui est technologique, de tous les temps. Je vous remercie pour votre politesse. Je sens que c'est totalement artificiel. Là, je n'ai pas besoin d'avoir effectivement les technologies pour me le dire. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup trop jeunes. Vous ne comprenez pas ce que je vous raconte parce que nous n'avons jamais vécu une rupture technologique. Quand je vous dis rupture technologique, c'est le moteur à vapeur, c'est la révolution industrielle. Quand je vous dis rupture technologique, c'est l'électricité, c'est le moteur à essence. C'est la deuxième grande rupture technologique. La troisième est beaucoup plus petite, c'est quand même l'énergie nucléaire et c'est l'informatique. On est dans une rupture technologique, nous commençons une rupture technologique d'une importance encore plus forte. Elle commence juste. Normalement, ça vous donne le frisson. Normalement, vous êtes dans la situation des gens qui, en 1900, autour de Paris, et à Paris, avaient à peu près 1 million de chevaux dans leur environnement. 30 ans après, il y en a 4000. En 1900, vous n'imaginez pas ce que va signifier un Paris, une France, un monde dans lequel on ne sent plus l'odeur de crottin. On n'imagine pas ce que ça va être comme aujourd'hui quand je vous raconte ça. Vous n'imaginez pas comment c'était avant. La rupture technologique qui arrive, elle est encore plus importante que l'électricité ou l'arrivée de l'automobile. Elle est encore plus importante en termes de bouleversement de nos civilisations que tout ce que nous avons vécu depuis 200 ans. Elle ne fait que commencer. Elle va aller très vite parce que cette rupture technologique est en face. Elle est en phase avec le plus grand défi probablement qu'est à relever l'humanité, qui est la question du dérèglement climatique. Là, vous n'avez plus un vieil économiste devant vous, vous avez une petite Suédoise de 15 ans, Greta Thunberg, qui est en train de vous dire, en suédois, en anglais, mais vous comprenez très bien, d'ailleurs elle le répète sans cesse, il faut changer de modèle. Il faut changer de modèle et elle le dit avec une certaine angoisse. Peut-être vous en avez marre d'entendre parler de Greta Thunberg, mais si vous avez des gamins de 15 ans à la maison, vous avez les mêmes qui sont en train de vous dire le matin, le midi, le soir, c'est-à-dire au moment où vous êtes en train de dîner ou déjeuner ensemble, papa, maman, qu'est-ce que tu fais pour changer de modèle? Ils vous le disent avec angoisse parce qu'un changement de modèle, c'est compliqué. Un changement de modèle dans l'histoire économique, c'est arrivé très rarement. C'est associé à, forcément, une grande rupture technologique. Et donc, à partir de ce matin, vous allez ramener la paix dans vos foyers si vous avez des gamins de 15 ans, puisque vous allez leur dire, ça y est, je peux te dire que le changement de modèle est commencé, et d'ailleurs, je vais le commencer dans ma profession. La rupture technologique que nous connaissons effectivement va s'appliquer dans toutes les professions. Si on devait en être convaincu, on pourrait dire que, voyez, ce tout début de processus, il a pris pour emblème une des professions que probablement vous connaissez le plus en ce moment et qui semblait le plus loin d'une rupture technologique fondamentale. Le chauffeur de taxi. On est d'accord, vous le connaissez bien ces derniers jours en France. Le chauffeur de taxi qui, quand il va vous prendre dans la voiture, va vous dire « Oui, bon, tu fais une rupture technologique, mais mon boulot, c'est quand même toujours t'amener à un point à un autre dans un véhicule. » Eh bien, si vous êtes en train de parler du début du changement, vous êtes en train de parler d'Uber. Et quand je vous dis Uber, on est d'accord que dans la salle, à 100%, vous mettez plus un H à Uber et un T à la fin. C'est pas Uber de Montmirail auquel vous pensez. Vous pensez bien Uber, l'emblème de la rupture qui commence dans tous les métiers. L'ubérisation, oui, les chauffeurs de taxi, quand ils vous disent le nouveau modèle, ils connaissent.
nos professions, les professions du droit, pour un certain nombre d'entre vous, commencent déjà à connaître. Elles sont déjà dans la vague. Quand je dis la vague, c'est cet incroyable changement. Une vague, ça peut être quelque chose qui vous submerge, quelque chose que vous prenez sur la tête et qui va vous noyer. Je suis du sud-ouest. Ça peut être quelque chose que vous allez surfer et qui va vous amener très très loin et en plus vous amener des défis, des plaisirs absolument incroyables que vous n'imaginez pas. Nous sommes au début de la vague aussi en ce qui vous concerne. Alors très vite, cette révolution technologique, cette rupture incroyable qui commence, pour la première fois depuis 200 ans, depuis que nous avons connu les grandes ruptures qui ont bouleversé nos civilisations, elle n'est pas d'origine énergétique. Qui est tout le problème politique d'ailleurs, parce qu'on sait bien qu'il y a une rupture nécessaire et qui doit commencer, et du coup on parle beaucoup de la transition énergétique, en disant, tu sais, c'est comme ça que ça s'est passé à chaque fois, les gens, ils sont jeunes, mais ils se souviennent que c'est comme ça qu'on a changé. Non, non, cette fois-ci, c'est pas l'énergie le grand problème, ou plutôt ce n'est pas l'énergie la grande solution. Ce qui va se passer, c'est effectivement une logique générale de déconcentration. Et vous voyez, je ne suis pas très très loin des mots qui viennent d'évoquer. Et une logique générale de sobriété énergétique. Elle s'appuie sur quoi? Sur l'immense avancée scientifique de notre époque. Cette immense avancée scientifique, elle est mathématique. La grande rupture de notre temps provient du fait que les mathématiciens ont fait une avancée probablement la plus grande depuis la révolution euclidienne il y a 2500 ans. C'est la gestion, la domination de ce qu'on appelle les grands nombres, les big data. La gestion, la domination des grands nombres, elle se fait depuis, grosso modo, la fin du XXe siècle. Ça fait à peu près 20 ans que cette révolution mathématique a commencé. C'est ce que l'on va appeler l'approche de l'algorithme. L'algorithme, c'est quoi? C'est l'idée de dire, pour dominer les grands nombres, au lieu de les traiter tous ensemble, et ça on n'y arrive pas, c'est les traiter où ils sont. L'algorithmie contemporaine, elle se base sur ce qu'on appelle une approche nodale. Les nœuds de données sont traités où ils sont et vous rassemblez les résultats. Quand vous faites ça, vous vous dites, il est très loin de notre sujet. J'y arrive. Parce que vous allez voir que c'est impressionnant à quel point on est dedans, déjà dans le sujet. Quand vous faites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dominez, par exemple, le problème qu'on ne pensait pas pouvoir arriver à résoudre, la question de la génétique. La génétique est résolue par l'approche des big data. Quand vous faites ça, vous êtes en train de dominer la question de la matière. L'imprimante 3D qui vous permet de reproduire de la matière morte ou désormais de la matière vivante, c'est juste une approche mathématique appliquée sur la question comment je fais pour reproduire de la matière. Quand vous êtes en train d'appliquer l'approche des big data, vous êtes aussi en train, par exemple, d'arriver à cet élément majeur qui est l'intelligence artificielle. L'approche nodale est une révolution tellement importante qu'elle commence à imprégner notre société. L'approche nodale, c'est-à-dire l'idée qu'on traite les choses là où elles sont, alors que jusqu'à maintenant, et les deux révolutions précédentes, depuis 200 ans, on rassemble les gens, on rassemble la production, on rassemble la consommation, nous sommes exactement à l'envers. L'approche nodale, c'est la déconcentration, pour travailler sur les données. Eh bien ça y est, la déconcentration commence un peu partout dans notre société. On est en train de raconter effectivement, par exemple, qu'on va supprimer des lignes hiérarchiques. On aplatit. On est en train de dire, vous ne rassemblez plus les gens pour consommer. On leur apporte les produits là où ils sont. On est en train de raconter effectivement que lorsque l'on va parler de confiance, lorsque l'on va parler de tiers de confiance, on n'est plus obligé de rassembler toutes les informations à l'intérieur d'un même coffre. On peut les sécuriser là où elles sont. L'approche nodale est en train d'imprégner littéralement l'ensemble de notre société et nous n'en sommes qu'au début. Répétons-le, ce bouleversement scientifique, il nous a fait gravir déjà 3 marches. La première, c'est la digitalisation. Toute la révolution digitale s'appuie sur les big data, s'appuie sur la manière de gérer la data, s'appuie sur la manière de gérer la donnée. Elle s'accélère de plus en plus. La digitalisation, ça veut dire évidemment des moyens de calcul. Nous sommes 2019, début 2020. Vos petits Greta Thunberg, vous allez leur raconter ça. Au moment où apparaissent les premiers ordinateurs quantiques. Le digital, c'est ce petit téléphone qui me sert juste à chronométrer, mais qui en fait, en termes d'ordinateur, celui que j'ai là, il y en a plus de 4,5 milliards dans le monde, est 70 fois plus puissant que les 4 ordinateurs qui, en 1969, sont considérés comme les vraies clés
des 3 hommes sur la Lune pour la première fois. Avec mon petit téléphone, vous pourriez envoyer 70 fois 3, c'est-à-dire 210 hommes sur la Lune par ordinateur. Vous voyez vraiment que c'est dommage de l'utiliser qu'un chronomètre. Eh bien, ce petit ordinateur que j'ai ici, il est à peu près 200 000 fois moins puissant que les maxi-ordinateurs, les hard que nous avons aujourd'hui et qui tournent dans le monde. Lorsque je suis en train de vous dire que la révolution s'accélère, l'ordinateur quantique, aujourd'hui Google est en train de faire tourner le premier ordinateur quantique prêt à fonctionner, c'est 250 millions de fois l'ordinateur le plus puissant qui existe aujourd'hui. On est le cheval et la voiture. Ce que je vous parle, là vous me regardez avec des grands yeux, parce que vous n'imaginez pas. On ne peut pas imaginer ce que ça signifie. Juste si on arrive à le représenter, le problème de l'ordinateur quantique, c'est-à-dire de la révolution technologique qui est en train de commencer dans notre époque, c'est qu'il n'y a pas de matière terrestre qui arrive à supporter cette vitesse de calcul. L'ordinateur quantique, il est dans le froid absolu, dans le vide absolu, et on est obligé de l'arrêter toutes les 5 minutes parce qu'il fond. Tellement la rapidité de calcul fait tourner rapidement les composantes qui le représentent. Nous en sommes là en 2019-2020. Si vous avez peur de l'avenir, regardez ce qui se passe dans la science, ça vous rassure de manière incroyable. Nous sommes dans une rupture que nos générations n'ont jamais connue. On n'a jamais vu ce qui est en train de se passer. Je vous raconte des choses inimaginables. La deuxième marche, c'est l'intelligence artificielle. Elle concerne énormément les professions du droit. Elle commence juste, elle aussi, à montrer à quel point, oui, elle va organiser différemment la société, appliquer partout, dans toutes les professions, toutes les activités. Elle va bouleverser littéralement la manière dont on va penser le fonctionnement de la profession. La troisième, on peut penser effectivement, c'est blockchain. Attention, je pense qu'au minimum, et pour faire un compte rond, vous en avez au minimum 997 autres qui vont arriver. L'escalier comptera probablement 1000 marches. C'est-à-dire le temps que toute cette révolution mathématique implique, s'imprègne partout dans nos vies. Si je déjà réfléchis à ce que je viens d'évoquer, quand je vous dis l'inimaginable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les professions, la vôtre évidemment comprise, ce qui est absolument capital, c'est de se dire que le confort, c'est fini. Les certitudes, c'est fini. Le mot-clé, celui qui est utilisé dans l'industrie de l'informatique depuis très longtemps, c'est l'agilité. Par définition, ce qui va arriver dans ma profession est inimaginable. Par conséquent, par définition, je n'y suis pas prêt. Par conséquent, par définition, il faut que je sois prêt à réagir sans cesse et à me dire sans cesse ce qui arrive est incroyable. Et d'abord, une bonne nouvelle. Greta est toujours derrière moi à la maison. Je lui dis oui, non, mais tu sais, là, ça change. Et c'est probablement rien à côté des changements de demain. Et là, effectivement, la vraie grande question sans cesse qu'il va falloir vous poser, c'est de dire, est-ce que ma tentation n'est pas de revenir au confort? Est-ce que ma tentation, c'est pas de dire, oui, mais quand même, ça me fatigue? On est d'accord. Comme probablement le gars qui faisait bien du cheval en 1900, il dit, je ne passe pas le permis de conduire, je suis désolé, il y aura toujours des chevaux dans Paris, ça fait 10 000 ans qu'il y en a. Bah oui, mais 30 ans après, eh bien effectivement, il est en train de tourner dans un manège où peut-être le pauvre, il est devenu pompiste. À l'époque, il y avait encore des pompes à essence dans Paris. Donc effectivement, là, nous sommes dans ce moment. L'adaptation va être l'aspect fondamental. Vous n'avez pas réagi quand je vous disais il y a rupture technologique parce que nous ne sommes pas des générations qui avons dû nous adapter comme celles qui ont vu apparaître l'électricité. Nous avons géré de la continuité. Nos professions finalement n'ont pas changé. On va dire, ah si, non, je vous assure, par rapport au moment où j'ai débuté, non, vraiment, par exemple, vous savez, quand on a eu les logiciels, quand on a eu la possibilité de consulter sur Internet, ah oui, non, c'était un changement. Non, rien à voir avec la rupture qui arrive. Alors, blockchain. Blockchain, comment est créé blockchain? C'est l'application mathématique digitale que j'évoquais tout à l'heure. Naissance de blockchain 2009. 2009, nous sommes en pleine crise financière. Blockchain va naître, en tout cas on pense, on n'est pas sûr, au Japon. Le concepteur de blockchain, c'est quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Enfin, il s'appelle, on n'est pas sûr parce qu'en fait on ne sait pas qui c'est. On ne l'a jamais vu. On sait juste que Satoshi Nakamoto a une fortune estimée à 8 milliards de dollars dans un compte bancaire que personne n'a touché depuis 2009. On ne sait pas si vraiment Satoshi Nakamoto existe.
on raconte que Barack Obama, avant de partir, avant de quitter la Maison-Blanche, avait demandé à ses services secrets « Trouvez-moi qui est ce type ». Juste évidemment, c'était simplement parce que ça l'intéressait. Au passage, ils n'ont pas trouvé, hein, mais ça l'intéressait juste parce que lui était au courant de blockchain. Ça vous dit aussi, si le président des États-Unis, de la plus grande puissance mondiale aujourd'hui, se pose cette question, c'est qu'il mesurait à quel point on parlait de la 3e marche de la rupture technologique la plus importante de tous les temps. Qu'est-ce que blockchain au départ? C'est l'idée algorithmique de créer un système qui soit un système réputé inviolable. Réputé inviolable, pourquoi? Parce qu'en réalité, il est fondé sur la chaîne de blocs, c'est-à-dire un mode de fonctionnement dans lequel, pour rentrer, vous allez devoir utiliser des codes qui vont être validés par toutes les structures de calcul qui rassemblent la chaîne. Dès que vous voulez rentrer alors que vous n'avez pas la possibilité, dès que vous essayez de frauder la chaîne, immédiatement l'ensemble de la chaîne commence à réagir et à produire la sécurité pour contrer l'intrus. En clair, ça veut dire évidemment que si vous avez 3 ordinateurs au début, vous mettez toute la puissance de feu informatique du monde, vous allez craquer la blockchain. Si vous avez 10 000, 1 million, 2 milliards d'ordinateurs, si vous avez tous les petits ordinateurs que représentent vos téléphones portables à l'intérieur de la chaîne, votre chaîne devient inviolable, puisque ça signifie que pour la contrer, pour retrouver l'algorithme qui permettrait de contrer le nouvel algorithme sans arrêt, recréer au fur et à mesure qu'on arrive à la violer, il faudrait mettre en place une puissance de calcul plus forte. La logique de la blockchain, c'est que plus vous l'attaquez, plus elle se gonfle, plus elle va réagir de manière extrêmement forte pour empêcher l'intrus de créer l'algorithme qui va permettre de rentrer à l'intérieur de la chaîne et de regarder alors ce qui se passe, on va dire, dans les différentes composantes. Quand on crée la blockchain en 2009, l'idée c'est cette application de quelque chose qui serait considéré comme inviolable et on se dit qu'est-ce qui va faire de la publicité pour cette nouvelle technologie? Eh bien c'est de dire là-dedans on va mettre de la monnaie parce que là on est sûr que ça va intéresser les gens. Et donc on invente en 2009 un actif qui va s'appeler Bitcoin. On invente un actif qui va s'appeler Bitcoin qu'en fait on va dire ça sert à rien, la monnaie d'ailleurs c'est absolument pas intéressant. Mais on va dire, les humains, depuis toujours, sont fascinés par cette représentation de la richesse. Donc le Bitcoin, c'est l'or virtuel. L'or, ça veut dire qu'on va utiliser tout le langage des mines d'or par rapport au Bitcoin. Comme ça, les gens vont se dire, ah oui, c'est l'équivalent de l'or, mais un or inviolable. Et surtout un or qui va pouvoir, c'est la grande idée de Bitcoin au départ, qui va pouvoir s'adapter ou en tout cas se représenter par rapport aux besoins de l'économie. Le problème des mines d'or, c'est que parfois vous n'en trouvez pas, alors peut-être vous auriez besoin d'or, ou parfois vous en trouvez alors que vous n'en avez pas besoin. Et dans les 2 cas de figure, ça vous fait une crise monétaire. Bitcoin, l'idée c'était de dire on va avoir quelque chose dans lequel on mine de manière régulière et ceux qui minent sont précisément, c'est comme ça qu'on les attire, ceux qui vont nous amener des modes de calcul pour renforcer la blockchain que nous avons créée. 2009, ça fait 10 ans que ça a été créé. On est souvent avec cette question, ah oui, les crypto-monnaies, c'est Bitcoin. Quand vous avez dit à 81%, je crois à 82%, je connais les crypto-monnaies, vous connaissez Bitcoin. Oui, mais vous ne connaissez pas les crypto-monnaies. Là, lorsque vous êtes en train de parler de Bitcoin, vous êtes en train de parler de la massue, alors que nous avons, on va dire, l'arme nucléaire juste à côté. C'est-à-dire, oui, vous savez ce que c'est qu'une arme, mais une massue, un bout de bois, là, je suis en train de vous parler d'un truc technologique. Deuxième évolution, 5 ans plus tard, en réalité qui commence un peu avant, 2014. 2014, ça fait pas longtemps, hein, vous vous rendez compte, c'était il y a 5 ans. Là, vous avez un mathématicien, on est d'accord, hein, on les revoit très très souvent. Un mathématicien russe. Il s'appelle Vitalik Buterin. Il est né en 1994. Il est un tout petit peu plus âgé que Greta. Il a 25 ans. Sa richesse est estimée à 4 milliards de dollars. Lui, son compte en banque, il l'est répertorié et lui, il l'utilise. Il invente quoi? Il invente un nouvel algorithme, c'est-à-dire une autre blockchain qui va considérer comme étant plus intéressante. Au départ, il achète des bitcoins, il regarde comment ça marche, il dit « Ah oui, mais quand même, c'est l'ancêtre là de l'approche algorithmique, je vais créer une approche algorithmique plus performante. » Et dans cette approche algorithmique plus performante, il va faire apparaître quelque chose d'important, c'est le fait de dire non seulement on peut mettre un actif sur la blockchain, mais on va pouvoir mettre aussi des contrats. C'est lui qui va créer l'approche smart contract
attaché au fait que vous puissiez avoir un code absolument sécurisé pour rentrer sur votre compte blockchain. Non seulement je peux déposer des actifs, mais je peux déposer des contrats. Et je peux déposer par conséquent des ordres qui vont même pouvoir passer automatiquement sur les réseaux informatiques, qui sont à l'intérieur de blockchain, qui sont inviolables et qui néanmoins vont rester intacts de manière absolument certaine. Énorme avantage de désormais l'approche blockchain, c'est la traçabilité. Parce qu'effectivement, à chaque fois que vous passez un ordre, à chaque fois que vous êtes en train de rentrer votre code pour changer, vous avez une vérification sans cesse depuis le départ de tout ce qui a été réalisé sur blockchain. C'est pour ça que les fantasmes autour, par exemple, du fait que sur blockchain et avec les crypto-monnaies, on peut avoir beaucoup de capitaux qui seraient des capitaux occultes ou des capitaux mafieux qui pourraient se balader, est en réalité quelque chose qui ne colle pas avec l'approche de communauté que vous avez derrière blockchain. On est bien dans cette nouvelle approche mathématique. C'est la communauté qui est sécurisante. C'est la communauté qui regarde depuis le départ comment tout ça fonctionne. Vitalik Buterin va être le premier aussi à inventer la manière dont on va transformer la monnaie ancienne dans une nouvelle monnaie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Pour développer son projet, il est le premier à lancer sur les réseaux ce que l'on va appeler la première ICO, Initial Coin Offering. C'est lui qui commence ça, pour développer Ether. C'est comme ça qu'il va devenir richissime. En disant, pour développer ma nouvelle approche, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Vous m'amenez votre argent sur le compte Ether et je vous donne en échange, ce n'est pas une action, ce n'est pas une dette, c'est une pièce, un coin, qui n'est ni un dollar ni un euro, qui est juste attaché à l'Ether. C'est ça, en fait, la nouvelle crypto-monnaie qui commence à apparaître. C'est donner aux gens contre de l'argent d'avant, de l'argent issu des banques centrales. C'est-à-dire, ah non, non, mais je préfère avoir de l'argent des banques centrales. Vous êtes sûr? Nous sommes aujourd'hui en taux négatif. C'est-à-dire, l'argent, vous n'avez aucun problème, vous pouvez l'emprunter. Quand vous empruntez, on vous donne de l'argent. Là, pour le coup, vous racontez ça à vos enfants de 15 ans, ils vous disent, excuse-moi, je ne comprends pas ton truc économique là. Et vous lui dites, non, moi non plus, ça me donne mal à la tête. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire perdre confiance le monde entier envers les monnaies traditionnelles, qui n'ont plus aucune réalité économique. Et là, quand vous avez un coin, en fait, vous avez quoi? Vous avez le fait que vous avez financé l'investissement dans un projet réel. Par exemple, le projet d'une blockchain. Par exemple, le projet d'un moyen de communication, Telegram, grande société russe l'année dernière qui lève 2 milliards de dollars. C'est peut-être d'ailleurs parlé en dollars, quelque chose qui est presque déjà passéiste. Quelque chose qui va donner lieu à une nouvelle monnaie, la monnaie Telegram Coin. Et donc là, vous êtes avec quelque chose, effectivement, qui est en train de révolutionner, bouleverser complètement nos logiques économiques jusqu'à maintenant. Quand vous regardez la blockchain de Bitcoin, puis la blockchain de l'Ether, vous avez en fait maintenant l'essentiel des blockchains qui sont utilisées dans le monde. Au fur et à mesure que se développe cette approche, je surveille le temps parce que je sais que le temps est vraiment compté, au fur et à mesure que se développe cette approche, on se rend compte que blockchain peut être utilisée à autre chose qu'à transférer juste de la monnaie. D'ailleurs, on se demande parfois, est-ce que finalement la monnaie n'est pas quelque chose de presque effectivement ancien qui ne nous intéresse pas tant que ça? Quand j'investis dans un projet, je n'investis pas dans de la monnaie. Je ne cherche pas nécessairement à avoir de la monnaie. Je cherche à investir dans la richesse et de la richesse qui va me rapporter quelque chose. Si vous créez une blockchain, si vous créez une monnaie pour développer un médicament, est-ce que votre but c'est d'avoir des dividendes? C'est pas sûr. Peut-être mon but, ce serait pouvoir avoir accès en priorité à un médicament qui pourra peut-être demain me changer mon rapport aux soins. Aujourd'hui, de plus en plus, on est dans cette approche où la sécurité et l'investissement sont absolument fondamentaux à l'intérieur de blockchain et peuvent être utilisés absolument à tout. On est d'accord que quand j'évoque ces questions-là, ce que vous vous posez, vous, en tant que professionnel du droit, peut être considéré complètement anecdotique. C'est exactement comme quand je suis en train de vous parler de la révolution algorithmique appliquée à la réservation d'un taxi. Mais en même temps, ça bouleverse complètement la profession. En même temps, évidemment, la question traçabilité, la question inviolabilité est quelque chose d'absolument passionnant. Quelque chose, effectivement, qui peut complètement bouleverser le rapport au client, qui vient vous voir en disant « j'ai besoin de vos compétences juridiques, mais j'ai besoin aussi de la question de confiance que vous représentez ». Oui, blockchain, c'est une révolution technologique aussi. Ce n'est pas son but uniquement, mais qui traite de la question de la confiance.
Et d'ailleurs, ce que j'évoquais dans la monnaie, c'est que le problème de perte de confiance dans les monnaies traditionnelles, dans les politiques monétaires telles qu'elles sont faites aujourd'hui, est aussi de manière réciproque la montée en confiance de plus en plus forte dans le monde sur les problématiques attachées à ces technologies nouvelles. 2019, c'est maintenant. 2019, vous avez peut-être le 3e grand événement sur les questions blockchain, crypto-monnaie. Facebook. Facebook, grande société qui a 15 ans. On est d'accord, hein, là, on est en train de raccourcir le temps. L'accélération, quand je suis en train de vous raconter la rupture technologique, Facebook, 15 ans, vaut 800 milliards de dollars. Ça ne vous dit pas grand-chose en capitalisation. Si, quand même, Airbus, ça vaut 60 milliards de dollars. Les 70, quand Boeing est en train d'avoir des problèmes, est en train de baisser. Airbus, les avions, 70 milliards de dollars, tout mouillé. Facebook, 800 milliards de dollars. On a changé de monde. Facebook, dans sa trésorerie, pourrait acheter. Dans sa trésorerie, là, on n'est pas en train de parler « Ah oui, mais c'est virtuel, la valeur boursière ». Ils ont en trésorerie de quoi acheter Airbus et Boeing. Ils n'y pensent pas une seconde. S'il y a des employés d'Airbus et Boeing, surtout, rassurez-vous, vous n'êtes pas leur prochaine victime. Ils n'y pensent pas une seconde. Parce qu'ils disent « Non, non, la nouvelle valeur, c'est pas là qu'elle va se créer. Elle va se créer justement dans la rupture appliquée à tous les métiers. C'est ça qui m'intéresse. » Le problème de Facebook, effectivement, c'est qu'ils sont devenus une grosse structure. Quand vous êtes en rupture, souvenez-vous-en. Plus vous êtes gros, moins vous arrivez à changer. Plus vous avez une grosse structure, plus justement ce que vous savez faire, c'est reproduire comment vous êtes devenu gros. Or, quand vous êtes en rupture technologique, c'est justement le moment où il va falloir tout oublier de ce qui a fait mon succès. Le confort est interdit. Facebook s'en rend compte comment? Ils n'ont pas réussi à créer Instagram. Incroyable. Ils avaient fait une communication possible entre tous les jeunes de notre époque. Ils ne se rendent pas compte qu'à partir du moment où les jeunes prennent des photos, ils vont échanger des photos. Comment ils n'y pensent pas? Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, dit « Effectivement, mes chercheurs sont nuls. Pourquoi ils sont nuls alors que je les paye bien, qu'ils sont jeunes, qu'ils sont brillants? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la rupture. » Résultat, on a été obligé d'acheter Instagram. 1,2 milliard de dollars, il y avait 12 personnes. Quand il nous avait présenté l'opération, il avait dit 100 millions de dollars la personne. Honnêtement, c'est un bon club de foot. On lui dit non, non, ça c'était avant Neymar, hein, maintenant il faut le double. Donc effectivement, c'est pas cher. Lorsque vous allez avoir la création de WhatsApp, c'est tout bête, c'est dire maintenant quand les jeunes communiquent entre eux, quand les gens communiquent entre eux, ils ont peut-être besoin de voir des groupes fermés. C'est quand même pas difficile à imaginer ça. Eh bien effectivement, Facebook n'arrive pas à imaginer ça. Et donc ils sont obligés d'acheter WhatsApp, 23 milliards de dollars. Snapchat, 3e grande évolution sur leur vie, ils ne l'inventent toujours pas. Et ils ne pensent même pas à le racheter. Zuckerberg nous dit, Facebook, grosse société, est en train de mourir parce que dans les ruptures technologiques, la grosse société meurt toujours pareil. Elle n'innove plus. Puis à la fin, elle se trompe même dans les manières dont il faut envisager les développements stratégiques. Et donc son ultime avatar, c'est quoi? C'est de dire, donc par conséquent, je ne sais pas innover, je ne sais plus racheter, je vais juste me transformer en monnaie. C'est le projet Libra. Truc quand même assez génial. C'est en disant, nous sommes dans une crypto, nous avons un manque de confiance de plus en plus fort du point de vue mondial dans les monnaies, donc moi je vais créer quelque chose qui va être considéré comme une ONG pour proposer une monnaie au monde entier qui a peur des monnaies traditionnelles. 2019. Là, le projet Libra va être considéré comme très très sérieux parce qu'il va rassembler des géants. PayPal, Mastercard, Spotify, chez nous, Monsieur Niel, disent « je suis dans le projet ». Sauf que quand on mesure ce que ça signifie, on va avoir un effroi total en disant « mais le jour où Facebook sort une monnaie, il n'y a plus une autre monnaie en Afrique, il n'y a plus une autre monnaie en Amérique du Sud, il n'y a plus une autre monnaie dans tous les pays d'Asie qui vont avoir l'idée que finalement, je préfère être payé en Libra parce que je peux acheter n'importe où tout ce que je veux, à partir du moment où il suffit juste d'avoir un compte Facebook pour payer. Et bien là, effectivement, ça va être très simple. Et surtout, bien entendu, j'ai quelque chose qui est à l'écart des fluctuations de change, 3 petits points, et à l'écart des prélèvements fiscaux. C'était l'été dernier, ça c'est au mois d'août, rassemblement d'urgence en Suisse, là où le projet Libra a été présenté par Markus Weber, le patron, d'ailleurs franco-libanais américain, qui était issu de PayPal et qui présente le projet en disant « vous vous rendez compte ce que ça peut apporter ?» Et là, tout le monde dit « mais tu te rends compte, c'est horrible. Là, le changement de société que j'étais en train de vous annoncer, il va se faire de manière brutale et incroyablement rapide. » Le projet Libra, donc, est arrêté aujourd'hui, à l'heure où je vous parle.
Il était validé par le département d'État américain. Ce sont les grandes puissances mondiales qui lui ont dit « mais du calme, arrête-toi ». Et les Américains se sont rendus compte eux-mêmes qu'il y avait un vrai danger. Je vous conseille d'aller très vite sur YouTube et d'écouter l'audition de Mark Zuckerberg il y a un mois devant le Congrès américain, qui l'interrogeait sur la question du projet Facebook. Mark Zuckerberg disait tout ce que vous me dites, je comprends. Le problème de fiscalité, le problème du dollar, le problème de savoir si c'est une société privée, j'entends tout. Facebook, il ne le dit pas complètement comme ça, mais vous pouvez l'interpréter par rapport à ce que je vous ai dit jusqu'avant. Facebook, de toute façon, va mourir. Si c'est le problème Facebook, ce ne sera pas Facebook. La seule chose que je vous implore, il utilise ces termes, et tout le monde a été impressionné par la façon dont il a présenté la chose, c'est d'aller très très vite sur ce projet-là. Parce que si les États-Unis n'y sont pas, si l'Occident n'y est pas, nous allons disparaître. Les cryptos sont en train d'exploser en Asie aujourd'hui. Ces projets sont déjà en train de susciter des nouvelles blockchains. Nous sommes à ce moment de changement du monde. Tu ne peux pas dire « je suis dans la rupture à moitié ». Ça t'embête la modalité? Tu veux changer le droit? Ok, tu réfléchis comment tu vas faire, mais tu y vas. Si en 1880, un fabricant de véhicules vous dit « j'ai inventé le sac qui se gonfle automatiquement lorsqu'il va y avoir un choc. J'ai inventé un truc de musique qui va sortir aux quatre coins du véhicule, qui va faire que vous avez l'impression d'être dans une salle de concert. J'ai inventé les vitres qui descendent et qui montent à toute vitesse. J'ai inventé le spoiler qu'on met pour mieux rentrer dans l'air. 1880. Et vous lui dites comme moteur? Bah comme moteur, le cheval, toujours, je suis quand même fabricant de diligence. Ben oui. Mais là, juste, vous dites, il est en avance, ou en fait, il est mort. Il est mort. Parce qu'il a beau être incroyablement moderne en apparence, si vous êtes moderne qu'à moitié, vous êtes mort. Alors je crois là que quand on est en train de parler de rupture technologique dans vos professions, quand on est en train de regarder ce que signifie blockchain, vous devez vous rendre compte à quel point c'est quelque chose qui va effectivement bouleverser totalement votre approche. Est-ce que ça veut dire que ma profession est morte? Mais non, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire que vous allez avoir des outils nouveaux pour répondre à ce qu'attend votre client. Mais qu'est-ce qu'il attend, votre client, d'abord? C'est votre compétence. C'est la manière dont vous l'écoutez, la manière dont vous comprenez les changements du droit. C'est de ça dont il a besoin. Effectivement, parfois, aujourd'hui, on avait tendance à tout payer d'un point de vue global. Le vrai problème, c'est lorsque vous avez blockchain, vous avez une partie du service d'avant qui ne vaut pas grand-chose parce que c'est un service automatique. Il va falloir apprendre au client qu'en réalité, ce n'est pas forcément un service simple qu'il demandait. C'était quelque chose de l'ordre de la compétence, de l'ordre, on va dire, de toutes les années de formation et d'expérience que vous pouvez avoir quand vous réfléchissez. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on vous facture? Bien sûr que non. Blockchain, les nouvelles technologies vous permettent de vous resserrer sur ce qui va être réellement la plus-value la plus forte en ce qui vous concerne, expert, commissaire du droit. Si je dois juste terminer, j'ai débordé un tout petit peu 3 minutes, mais enfin comme j'ai beaucoup réduit mon temps, hein, mais si je dois juste terminer, la plus grande rupture technologique de tous les temps commence aujourd'hui. Donc là, si je commençais, je suis sûr qu'il y aurait des hurlements et vous êtes en haut de la salle en disant « Waouh, incroyable !» Le deuxième grand événement de notre époque, c'est le changement de pôle du monde. Vous allez dire, ça n'a rien à voir, attention. Le changement de pôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numéro 1 mondial s'appelle aujourd'hui les États-Unis. Au milieu du 21e siècle, au plus tard, il s'appellera la Chine. Depuis 600 ans, c'est-à-dire si vous remontez en arrière, avant les États-Unis, le numéro 1 mondial, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, c'est la Grande-Bretagne, tout le 19e siècle. Si vous remontez avant, c'est la France. Si vous remontez avant, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, c'était l'Espagne. Donc ça nous ramène grosso modo aux années 1400. Avant, il n'y a pas de numéro 1 mondial, le monde fonctionne, on va dire, dans des petits pôles. C'est la première fois depuis l'Espagne que le numéro 1 mondial ne va plus être d'essence occidentale. C'est quoi le grand changement? Le fait que la Chine, aujourd'hui, demain probablement l'Inde, devienne le numéro 1 mondial. C'est un changement profond du droit, de la philosophie. Nous sommes tous occidentaux, issus de Platon et Socrate. On va dire grosso modo, il faut apprendre le grec à nos gamins, il faut que nos gamins continuent à apprendre le latin et le grec, évidemment, parce que ce sont les racines profondes de notre civilisation. Platon, Socrate, c'est quoi? C'est la question de l'individu, de la liberté de l'individu. Quand vous êtes en Asie, c'est Confucius, c'est Lao Tse, c'est quoi? C'est l'importance du groupe.
Le gros problème que nous avons dans la négociation entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui, les négociations commerciales qui font fluctuer les bourses jour après jour, c'est que le numéro 1 mondial occidental veut encore imposer aux Chinois, aux Asiatiques, les règles du droit occidental. Propriété intellectuelle, propriété c'est capital. Non, non, en Asie, le groupe est toujours supérieur à l'individu. Aucun individu pourra dire « je refuse de proposer par exemple mon innovation à tout le monde parce qu'elle est à moi ». En Asie, la copie, dans ce cas-là, est légitime si le groupe en profite. La question de la propriété est beaucoup plus floue. Et là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que, oui, le numéro 1 asiatique est en train d'arriver. L'Asie, 4,5 milliards de personnes, c'est-à-dire le premier marché du monde, là où vous avez la croissance économique mondiale, est aussi un endroit où la notion d'usage est beaucoup plus importante que la notion de propriété. Vous recoupez les deux. La rupture technologique, blockchain, la question de l'usage que vous évoquiez tout à l'heure, la question de changement de représentation du droit. Xi Jinping a envoyé aux Nations Unies il y a quelques... Xi Jinping, président chinois, hein, si je vous dis Donald Trump, vous savez tous qui c'est. Xi Jinping, j'espère qu'à 100%, tout le monde sait qui c'est. Parce qu'effectivement, c'est là-bas qu'il faut regarder. Il envoie il y a quelques jours sa relecture de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ben oui, une relecture asiatique. Quand vous êtes avec ces bouleversements, oui, à votre gamin de 15 ans, vous lui dites, il n'y a pas de problème, on va changer de modèle. Tu sais, c'est en route. Dans mon métier, je peux te dire, et partout, ça va être visible. La seule question, c'est de savoir si nous en sommes les acteurs ou si nous en sommes les victimes. Je suis absolument certain, après ce que j'ai entendu l'introduction et la journée qui va se passer, que vous allez être des acteurs de ce changement de monde et des acteurs qui seront d'abord, je l'espère, enthousiastes. Merci beaucoup.